Bonjour à tous, merci d'être là ce matin dans ce bel endroit, vous voyez, qui fait rêver aux livres et à la boisson. Donc, tout un programme. Alors, ce matin, on va vous parler d'un sujet qui est passionnant, qui est que 73% des marques pourraient disparaître sans que personne ne soit affecté. C'est l'étude de Havas Meaningful Brands. Ils la refont régulièrement et le chiffre ne bouge pas, quoi. On est toujours entre 72 et 73%. Donc imaginez, c'est quand même grave quand on pense à ce que les marques pourraient devenir, voilà, 73%. Et puis un deuxième chiffre qui est celui de l'inflation. Bon, l'inflation, elle a certes ralenti ces derniers mois, on en est à plus 3,4% en novembre, mais elle continue de peser sur le pouvoir d'achat des ménages. Près de 6 consommateurs sur 10 auraient perdu en capacité financière depuis le début de l'année. 6 sur 10, c'est énorme, et les consommateurs, quel que soit leur niveau social. Alors, pour faire face, évidemment, les consommateurs, ils s'adaptent. Autre chiffre, je vous promets que j'en aurai plus d'autres après, la très grande majorité choisit de se serrer la ceinture. 82% des Français, en septembre dernier, disaient réduire leurs dépenses pour lutter contre l'inflation. C'est une étude de Panorabank. Donc 82%, c'est énorme, et même si l'inflation officiellement a baissé, quand on va faire ses courses, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis, vous savez comme moi qu'il y a un effet psychologique qui est là, les prix montent, donc on fait attention à son budget. Donc, face à cette situation, les marques, vous devez vous adapter. La solution immédiate, c'est évidemment de fidéliser ses clients. Alors, 3 raisons de fidéliser. Je pense que je vous apprends rien, mais je vais les rappeler. Un client satisfait, évidemment, il est plus enclin à renouveler une expérience positive. Un client fidèle, évidemment, il est enclin également à promouvoir vos biens, vos services auprès de son entourage. Et puis le client fidèle, il est plus facile à conserver qu'un client infidèle, puisqu'on dit qu'un client coûterait, de retenir un client coûterait jusqu'à 5 fois moins cher que d'en conquérir un nouveau. Donc la fidélité, c'est évidemment la solution, mais pour autant, est-ce que les programmes de fidélité satisfont toujours autant les Français? D'autant plus qu'on a désormais... on l'avait déjà il y a 2 ans, mais là c'est vraiment très net, c'est un nouveau paramètre, puisqu'on est à une époque où les attentes en termes de RSE, elles sont plus fortes que jamais. Et il y a 2 ans, donc l'étude menée par IFOP et Ecomarch révélait déjà un fort attachement des Français au programme de fidélité. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est quoi être fidèle? La parole est à Ecomarch. Merci Isabelle, je pense qu'il ne fâche pas. Alors, voilà, c'est mis avec le bouton vert, excusez-moi. Bonjour à tous, je suis enchantée d'être là, ravie d'être là. Donc on était déjà là il y a 2 ans, pas dans cet endroit-là, mais il y a 2 ans, on a déjà présenté des résultats de l'IFOP et on a refait cette étude 2 ans après. Et il s'est passé beaucoup de choses, comme l'a dit Isabelle, en 2 ans. Donc le but, c'est de voir un peu ce qui s'est passé au point de vue des Français, leur vision des programmes de fidélité. Et on a aussi beaucoup enrichi l'étude, donc il y a beaucoup de nouvelles questions, beaucoup de nouvelles interprétations qui sont venues. Donc voilà, ça va vous faire beaucoup de chiffres. Ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à la présentation. Et en sortant également, vous aurez accès au rapport PDF avec tous les graphiques, etc. Si vous voulez les potasser après, il n'y a aucun souci, vous aurez tout ça sous la main. Cette étude qu'on fait, on a beaucoup la question, elle est représentative des Français puisqu'elle a été faite par l'Institut de sondage et d'études IFOP, d'accord. Donc on a pris 1000 panélistes français, donc représentatifs de la population française. Et on a fait des recoupements possibles, notamment quand c'est représentatif au niveau des secteurs d'activité et de l'âge des panélistes, d'accord. Donc si on ne dit rien, c'est que l'échantillon n'est pas assez représentatif pour arriver à des conclusions. La première question qu'on s'est posée, c'est à savoir, donc en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses depuis 2021. Est-ce que les Français apprécient toujours autant les programmes de fidélité? On a un contexte économique qui a beaucoup changé. L'apanage des programmes de fidélité, en tout cas dans l'esprit des Français, c'est d'avoir des réductions directes, des bénéfices immédiats directement sur son ticket de caisse. Est-ce qu'avec le contexte inflationniste et la crise économique, si on peut appeler ça comme ça, qui est arrivé sur ces 2 années, est-ce que ça a changé quelque chose du point de vue des Français? Et la réponse, heureusement, est non. D'accord. Et pour ça, on utilise plusieurs paramètres. Et le premier, c'est le fait d'adhérer systématiquement à un programme de fidélité. D'accord. Et ce chiffre n'a pas changé depuis 2021. Donc en 2021, je vous présentais 9%, c'est encore le cas cette année. D'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où on leur propose, que ce soit dans le tunnel d'achat web ou que ce soit en magasin, à partir du moment où on propose à un Français d'adhérer au programme de fidélité, spontanément, un Français sur 10 va le faire.
Ça peut paraître pas beaucoup, mais au final, j'ai envie de dire, sans faire beaucoup d'efforts, on a déjà un client sur 10 qui va venir s'encarter. Et on a les plus jeunes, c'est-à-dire les moins de 35 ans, et les hommes qui ont une propension un peu plus élevée à adhérer spontanément que les femmes. Ensuite, on leur a posé la question directement, est-ce que sur ces 2 dernières années, vous trouverez que votre vision, votre attitude vis-à-vis des programmes de fidélité a changé? Et pour 73% d'entre eux, ça n'a pas changé. D'accord? Donc ils adhèrent ou non de la même manière en 2021 qu'en 2023 au programme de fidélité. Et pour les 25-27% restants, eh bien, il y en a la moitié qui se disent que leur usage des programmes de fidélité a baissé et l'autre moitié qui dit que leur usage a augmenté. D'accord? Donc on est vraiment sur une situation égaux à égaux entre 2021 et 2023. Autre chiffre intéressant, et c'est une nouveauté par rapport à 2021, c'est le nombre de programmes de fidélité auxquels ils estiment participer. D'accord? Donc ce n'est pas nécessairement le nombre de programmes de fidélité auxquels je suis inscrit, d'accord, mais auxquels j'ai le sentiment de participer. Et là, encore une fois, on se rend compte que malgré le fait, enfin pas malgré, mais les Français adhèrent assez facilement aux programmes de fidélité et ils n'ont pas peur justement de venir les cumuler. Ce n'est pas un frein, on va dire, à l'adhésion de déjà avoir beaucoup de programmes de fidélité. Puisqu'on a un tiers des Français qui participent à au moins 3 programmes de fidélité et 1 sur 10 qui participent à au moins 10 programmes. Je vous rassure, avec mon métier, je suis facilement à plus de 10 programmes de fidélité puisque j'adore tous les tester. Donc voilà, un peu l'état des Français vis-à-vis des programmes de fidélité. On a ensuite fait une différenciation par secteur. Et là, encore une fois, par rapport à 2021, on a peu de changements. D'accord ? On leur a posé la question, est-ce que dans tel ou tel secteur d'activité, vous jugez avoir un programme de fidélité essentiel? Non. Et encore une fois, en haut de la liste, exactement comme en 2021, on va se retrouver avec des secteurs d'activité qui sont plutôt essentiels. Donc à savoir l'habillement et à savoir tout ce qui va être alimentaire. Et plus on descend vers le bas, donc moins un programme de fidélité essentiel, et plus on va être sur des secteurs qui vont être plutôt plaisir. Et avoir des réductions immédiates sur son ticket de caisse est jugé moins important. De manière générale, tous les secteurs sont stables et on a une petite diminution sur le premium luxe. D'accord, mais grosso modo, pas beaucoup de changements par rapport à 2021. Et question très intéressante, on a demandé aux Français, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être fidèle à une marque? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et là, en toute honnêteté, je ne m'attendais pas à avoir des réponses aussi tranchées. Je suis peut-être un petit peu naïve, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une relation à l'émotionnel, une relation à la marque, que ce soit parmi les premières réponses. Et en fait, non. Pour 63% des Français, être fidèle à une marque, c'est être client sur le long terme. D'accord, avoir des années, acheter cette marque. Pas nécessairement celle-là, aussi celle des concurrents, marque ou enseigne d'ailleurs, mais voilà, c'est être client sur le long terme. Et on a tout ce qui est émotionnel, être ambassadeur de la marque, qui arrive très très loin, parce qu'on est à l'entour de 13 et 11%. Pour moi, ça veut dire 2 choses. La première, c'est que aujourd'hui, dans ce que je vois, il y a peu de programmes de fidélité qui vont venir récompenser l'ancienneté, en fait, d'un client vis-à-vis de la marque. Et pour autant, 63% des Français pensent que être fidèle, c'est être client sur le long terme. Donc je pense qu'il faut venir aussi récompenser ces aspects-là au niveau des clients qui sont avec la marque depuis longtemps. Et de l'autre côté, quand on est jeune, on ne peut pas connaître la marque ou l'enseigne depuis 20 ans, fatalement, c'est impossible. Il faut aussi nourrir la notion des Français que la fidélité, c'est pas nécessairement sur le long terme. On peut connaître la marque, l'enseigne depuis pas longtemps, et pour autant se sentir très proche et avoir envie d'être très fidèle très rapidement. D'accord ? Donc avoir ces 2 paradoxes-là, si je peux dire, quand on va venir nourrir la fidélité de ses clients. Pour autant, si on dépeint le paysage de la fidélité entre 2021 et 2023, si on prend les contours, il n'y a pas grand-chose qui a changé au final. Le paysage est plus ou moins le même. Pour autant, à l'intérieur, il y a eu beaucoup d'évolutions et beaucoup de changements, et c'est tous les chiffres qu'on va voir à partir de maintenant. Et le premier, on va parler de tout ce qui est transactionnel, donc récompenser financièrement son client, avec des effets en tout cas directs sur son ticket de caisse. Le transactionnel, c'était déjà important en 2021, parce que dans l'image des Français, comme j'ai déjà dit, un programme de fidélité, c'est des récompenses, des bénéfices immédiats, directs sur le ticket de caisse, et c'est bien sûr d'autant plus vrai aujourd'hui, avec tout le contexte économique qu'on peut avoir. Donc pour les Français, un programme de fidélité pour 76% d'entre eux, c'est bénéficier de réductions et de remises immédiates.
que ce soit par les cagnottes, qui sont plébiscitées par la majorité, que ce soit aussi par les coupons, et on a aussi tout ce qui est promotion personnalisée. Ça, c'est des choses qui restent et qui perdurent. D'accord ? Pour autant, il ne faut pas oublier tout ce qui est relationnel. Ça fait moins peut-être 5 ans maintenant que toutes ces nouvelles tendances en termes de fidélité relationnelle émergent. Et il y a une forte croissance aussi qu'on peut voir entre 2021 et 2023. Et notamment, plus de la moitié des Français, d'accord, veulent être récompensés pour leur proximité avec la marque. Que ce soit parce qu'ils ont téléchargé l'application mobile, parce qu'ils sont abonnés à la newsletter, ou parce qu'ils font des actions de parrainage. Donc, quand on va venir créer un programme de fidélité, ou le refondre même, il faut bien voir, comme on le disait, cette base transactionnelle pour venir répondre à la vision des Français des programmes de fidélité. Mais derrière ça, il faut venir donc ajouter tout ce côté relationnel, et notamment d'attachement et d'engagement avec la marque. Et c'est d'autant plus fort chez les moins de 35 ans. Et de manière générale, dans toute l'étude, donc moins de 35 ans, moins de 49 ans, ils ont une vision, j'ai envie de dire, beaucoup plus novatrice des programmes de fidélité et veulent s'ouvrir à beaucoup plus de choses. D'accord ? Contrairement au public de plus de 49 ans, plus âgé, qui est plus traditionnel dans la vision des programmes de fidélité. Et notamment, les moins de 35 ans, donc vous vous rappelez les 74% de la cagnotte, les plus âgés, donc les plus de 35 ans, sont vraiment attachés à la cagnotte. Les moins de 35 ans, c'est bien la cagnotte, mais ils aiment bien aussi voir d'autres choses. C'est-à-dire tout ce qui va être programme statutaire, ou tout ce qui va être programme VIP payant. Bon, on y reviendra juste après sur les programmes payants. Et je voulais aussi vous inspirer avec certains cas intéressants, donc tout ce qui va être fidélité relationnelle, et notamment ici avec Tesla. Pourquoi j'ai choisi Tesla ? Il y a beaucoup de marques qui font beaucoup de choses, mais je trouve que le cas Tesla est intéressant. Premièrement parce qu'on est dans un domaine, l'automobile, où c'est pas l'apanage des programmes de fidélité. On n'est pas dans le retail, comme la majorité d'entre vous ici. Avoir des programmes de fidélité, d'engagement avec la marque dans l'automobile, c'est déjà moins courant et c'est un peu plus complexe, on va dire. Et Tesla a mis ça en place, non pas un programme de fidélité, mais un programme de parrainage. Ce qui est encore plus, j'ai envie de dire, pas choquant, mais disruptif dans le secteur. Mettre un programme de fidélité, de parrainage, d'achat de voiture. C'est quand même poussé loin. Ça fait, je pense, depuis au moins 2010 que ce programme de parrainage existe. Il a évolué dans le temps, donc la mécanique a évolué. Mais grosso modo, c'est des mécaniques de parrainage assez basiques. Donc si je parraine un ami à moi qui achète une Tesla, en échange, je vais recevoir sur l'exemple, c'est des crédits pour aller recharger ma voiture, du coup gratuitement. Voilà. Et notamment, si on parle du parrainage, on a souvent cette idée en tête que le parrainage, c'est un bénéfice qui va être assez unique, on va dire, soit pour parrain, soit pour le filleul, un bon d'achat, une réduction au moment du premier achat du filleul, généralement. Et on va aller beaucoup plus loin que ça avec le parrainage, et notamment avoir une temporalité, d'accord, offrir des bénéfices aux parrains, et pourquoi pas sur le long terme plutôt que spontanément. Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau du parrainage derrière, comme peut le faire Tesla. Et ensuite, on s'est intéressé à la gamification, d'accord. Donc la gamification, c'est pas le jeu d'arcade de Mario Kart nécessairement, mais des petites mécaniques de gamification bien pensées et appuyées aussi par un storytelling, ça peut avoir vraiment des effets dévastateurs dans le sens positif du terme, d'accord. Et donc on a posé la question en français, est-ce que être récompensé par des mécaniques de gamification, on a cité des exemples, c'est quelque chose qui vous plaît? On avait posé la question en 2021, la réponse était très positive, on a reposé la question en 2023, et la réponse est encore plus positive. Donc en 2 ans, les Français se sont vraiment aussi ouverts à toutes ces mécaniques de gamification, ils en redemandent. Et bien sûr, encore une fois, les plus jeunes sont devant. Donc que ce soit des mécaniques de loterie, que ce soit des mécaniques de quiz, où je suis récompensé parce que je réponds à un questionnaire ou à un quiz, que ce soit des badges, que ce soit des barres de progrès, ou même des classements, d'accord. On a plus de la moitié des Français qui, à chaque fois, seraient contents, j'ai envie de dire, de se faire récompenser pour ce genre d'action. Je vous ai mis quelques exemples. Je vous encourage fortement, si vous ne connaissez pas, à aller voir Good Per Day. C'est un site anglophone, un pure player dans les spiritueux, qui a vraiment bâti toute sa vente, si je puis dire ça comme ça, et tout son site sur la gamification. Donc que ce soit avec des barres de progrès, que ce soit avec des parcours un peu comme des quêtes et des challenges, avec des badges pour venir aussi encourager l'apprentissage de l'acheteur et pas seulement ses achats sur le site.
On a également Spartoo. J'ai fait l'expérience récemment que Spartoo, quand on vient s'inscrire au site, on a également toute une partie en fait qui est panel, qui est soutenue par Spartoo et qui permet en fait de venir répondre à des questionnaires et d'être récompensé parce que je réponds à des questionnaires. Donc c'est des questionnaires très orientés études, mais encore une fois, ça permet à Spartoo de récolter des données clients, de la réutiliser, et derrière, je suis récompensée pour avoir participé à ces questionnaires. On a Lancôme qui fait des loteries, et on a également tout ce qui est badge. Les badges, je vais m'attarder un petit peu parce que c'est des mécaniques, c'est des bénéfices, des récompenses digitales au final qui n'ont pas de valeur propre. On peut bien sûr associer le gain d'un badge à un gain, à un bon de réduction, à un autre type de récompense. Mais pourquoi j'aime bien m'attarder? Parce qu'aujourd'hui, ils sont très utilisés, on les a dans notre quotidien, on les voit sans nécessairement identifier que c'est des badges. Je vais penser au Blablacar Super Driver, au badge de la SNCF parce qu'on a passé les 300 km dans le TGV. Peu de monde le voit, mais il y a ce badge-là qui vient s'activer. Et on a également Google, le Local Guide, je pense que vous l'avez tous vu au niveau des avis Google. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces badges-là, il n'y a pas de programme de fidélité derrière, mais pour autant, ça s'y approche très fortement, et notamment Google. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir. Mais allez-y par curiosité, comment est-ce qu'on fait pour devenir un local guide? En fait, il y a tout un barème de points derrière. Si je fais tel type de commentaire, tel type d'avis, je vais avoir 5 points. Un autre type de commentaire, je vais avoir 10 points. Et au bout de X points, j'ai le badge local guide. Donc on n'a pas réellement de fidélité, mais au final, c'est des mécaniques de gamification et d'engagement client qui sont très efficaces. Et on a également tout ce qui est badge Garmin. Et là, je vais citer l'exemple d'un collègue pour que ça vous parle aussi un peu plus sur l'efficacité et l'impact que peut avoir un badge. Ce collègue, il a fait le marathon de New York avec sa badge Garmin, sa montre Garmin, pardon, et il a remporté le badge, un peu comme ce genre de badge-là, comme quoi il a fait le marathon de New York. Donc il a déjà 6 ou 7 ans, et il y a quelques années, il a dû changer sa montre. Et il a repris le Garmin, pour garder le badge aussi. Donc c'est rien, mais voilà, je suis satisfaite de la montre. Elle me plaît, pourquoi changer de marque alors que j'ai mon badge et toutes les performances que j'ai pu faire avec cette marque-là, donc autant continuer comme ça. Voilà, c'est des petits éléments, encore une fois, mais avec un bon storytelling qui peuvent avoir de grands effets. Et enfin, une nouvelle question qu'on leur a posée par rapport à 2021, parce que c'est aussi des choses qu'on voit en tant qu'expert de la fidélité, ça va tout ce qui va être la gestion des communautés. Est-ce que vous souhaiteriez être récompensé pour votre participation à la communauté de la marque ou à la communauté de l'enseigne? Et la grande majorité des Français ont répondu plus. Si à un moment, les communautés de marque, elles étaient créées et managées par les clients, par les fans eux-mêmes, ce qui était avec les Facebook fanpage, aujourd'hui, elles sont plutôt gérées par les marques. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, quand une marque va venir créer une communauté, le but, c'est l'engagement client. Et le but aussi, l'objectif d'un programme de fidélité, c'est de générer l'engagement client. Donc au final, on a 2 mécaniques différentes, j'ai envie de dire, le programme de fidélité et les communautés, qui aujourd'hui sont gérées à part, peut-être même pas par les mêmes équipes, alors qu'en fait, elles ont le même but. Et pourquoi pas venir le rejoindre. Et on a même aujourd'hui des communautés qui viennent donner des récompenses en fait à leurs clients. Donc voilà, les chemins vont se réunir de plus en plus aujourd'hui. Je vous ai mis quelques exemples. Encore une fois, désolée, je reste dans le sport, mais il y a tout ce qui est communauté Nike+, que c'est Strava, tout ce qui est Lego et tout ce qui est Sephora. Donc toute cette partie droite de l'écran, là, vraiment, on est sur des communautés qui ont des intérêts en commun, d'accord? Je vais partager mes exploits sportifs, je vais partager mes constructions Lego, ou je vais partager tout ce qui va être maquillage et beauté sur Sephora. Et donc c'est notamment Sephora Beauty Insider Community, donc aux États-Unis cette fois-ci, qui vient récompenser les membres de la communauté avec des échantillons à leur anniversaire, à l'inscription, etc. Et on a Darty, excusez-moi, je l'ai oublié, qui, lui, est plutôt dans une communauté d'experts. Donc parce que j'ai acheté telle cafetière, derrière, je vais être en mesure de répondre aux questions des autres clients. Ils reçoivent régulièrement des mails m'encourageant à répondre à la question de un tel et de un tel. Et je ne suis pas récompensée pour avoir répondu à la question de mon collègue. Et ensuite, on a des initiatives qui se rapprochent beaucoup plus, j'ai envie de dire aussi, de la fidélité. Ça va être Promode, You Make Promode. Et c'est très dommage qu'en adhérant au programme de fidélité Promode, je ne sois pas directement projetée vers You Make Promode et j'ai dû faire la démarche moi-même à côté de me réinscrire à cette page.
Donc You Make Promote, c'est une communauté qui est donc managée par la marque et qui va permettre de gagner des badges, notamment parce que je suis le meilleur collaborateur, de répondre à des questions de l'équipe. Est-ce que vous voudriez qu'on mette en avant tel accessoire ou tel accessoire? Voilà, il y a plein de séries de sujets. On peut même participer pour être le prochain mannequin de la marque sur une campagne. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font, qui pour moi ne sont pas assez mises en avant. Mais c'est vraiment de la gestion de la communauté. Il ne manque pas grand-chose, encore une fois, pour qu'on soit proche du programme de fidélité. Et enfin, on a Carrefour. Je ne sais pas si vous avez repéré celui-là. La communication est passée fin août. Et là, on est clairement, en fait, dans la fusion du programme de fidélité et de la communauté et du partage. Ce que Carrefour proposait, en fait, de gagner des points, non pas pour soi, d'accord, sur sa carte Carrefour, mais en fait pour son club de sport. Et derrière, le club de sport peut venir acheter des équipements. Donc on est vraiment dans la communauté, parce que plusieurs personnes ensemble peuvent venir gagner des points, et derrière en faire bénéficier le club de sport, généralement des enfants. Voilà, des initiatives communautaires qui sont récentes, et je pense réellement que voilà, il y a des choses qui ont, comme Carrefour, qui ont émergé ces dernières années, et je pense que voilà, dans les prochaines années, on va encore en voir de plus en plus. Pour nous, c'est vraiment les tendances fidélité et engagement client qui vont se développer. Autre axe très important de l'étude, et j'étais assez surprise au final à la lecture des résultats et des insights. En fait, les Français, de la lecture de l'étude, pour moi, ils m'ont paru être vraiment vouloir acteurs de leur programme de fidélité, et plus, on va dire, subir les choses qu'on va leur imposer. Et la première chose, c'est celle-ci. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré les résultats au niveau des cagnottes, au niveau des coupons, des promotions personnalisées. Et en fait, on a remarqué que tout ce qui est cagnotte et coupons, dans le désir des Français, ça reste stable, ou alors une augmentation forte pour les coupons. Et au contraire, tout ce qui va être promotion personnalisée et catalogue de récompenses est en forte baisse. Tout simplement parce que je veux pouvoir choisir où est-ce que je mets ma réduction, où est-ce que je mets ma promotion, comment j'utilise mon coupon. Dans le cas des promotions personnalisées, on est en baisse parce que une promotion personnalisée, pour qu'elle soit efficace, encore faut-il qu'elle soit bien ciblée et qu'elle me corresponde. Et peut-être que mes envies ont changé, mais ça, l'intelligence artificielle ne l'a pas détecté. Et voilà, au lieu d'avoir une promotion personnalisée sur le produit au direct, je préfère avoir un coupon, une cagnotte, et l'utiliser exactement comme je veux sur le produit que je veux. Une autre chose également qu'on leur a posé comme question, qui est nouveau cette année, c'est l'utilisation de leurs points. On a 54% des Français, soit plus de la moitié, qui ne veulent pas utiliser systématiquement leurs points ou leurs avantages, les avantages du programme de fidélité. La première raison, c'est le délai d'expiration, qui parfois est trop court par rapport à une activité financière. Et la deuxième, c'est qu'en fait, tout simplement, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Donc le programme de fidélité tel qu'il est fait, les récompenses qui sont proposées, je vais peut-être gagner des points, mais au final, elles ne vont pas m'intéresser, donc je ne vais pas utiliser les points. Et ce qui est quand même dommage. On a un tiers des Français qui veulent avoir le choix dans les récompenses qu'ils vont avoir. Et notamment quand on va offrir un catalogue de récompenses, encore une fois, ça va dépendre du secteur d'activité. On a des secteurs où le catalogue de récompenses est vraiment plébiscité. Et ben, on va vouloir des Français qui vont vouloir avoir le choix de leurs récompenses. En lien avec ça, on leur a demandé pourquoi est-ce que vous arrêtez d'utiliser un programme de fidélité. Et je m'attendais en fait que la première réponse soit tout simplement parce que j'achète plus la marque. J'achète plus la marque, mais j'utilise pas le programme de fidélité. Encore une fois, sur ce point-là, je me suis trompée, puisque le fait de ne plus acheter la marque, c'est seulement la troisième raison des Français. Et les deux premières, et notamment la première, c'est parce que le récompense, que les bénéfices proposés, en fait, ne restent pas. Donc j'accumule des points, c'est pour gagner le cadeau Y ou le coupon X que je ne vais pas pouvoir utiliser, mais il n'y a aucun intérêt pour moi, donc je vais arrêter d'utiliser le programme de fidélité. Et enfin, la deuxième raison, parallèle si je peux dire, c'est des conditions d'obtention inatteignables. Donc malgré tous les achats que je peux faire, parce que je ne suis pas une famille avec 3 enfants, et ben, je ne vais jamais réussir à atteindre les récompenses qui vont pouvoir me plaire. Ensuite, si on s'attarde un petit peu sur la RSE, encore une fois ici, on a remarqué que les Français, ils veulent être moteurs de toutes ces actions de RSE. Et notamment le top 3 des actions de RSE, c'est des actions qui sont faisables directement par le membre ou par le consommateur. C'est ramener des produits pour recyclage, ramener des produits pour consigne, ou en fait faire un retour dans les circuits de seconde main. Donc c'est moi-même qui vais faire, certes pour la marque, mais qui vais faire cette action de RSE.
Et on a bien sûr tout ce qui est actions qui sont faites par la MAC, donc tout ce qui est compensation carbone et donations qui arrivent après. Elles arrivent après, mais pour autant, elles sont plébiscitées à 63 et 70%. Donc il faut encore une fois modérer le propos. Le français préfère faire les actions de RSE, mais il plébiscite aussi les actions qui sont réalisées par la MAC. Les circuits de seconde main ont explosé, moi je trouve, ces 2 dernières années. Et je suis désolée si votre marque n'est pas présente, mais il y en a énormément, que ce soit dans tout ce qui est reconditionné, que ce soit dans la mode avec Zara et Zalando qui sont arrivés avec leur plateforme de seconde main. On a énormément d'actions qui sont faites sur la seconde main et sur la réutilisation. C'est plébiscité par les Français. Et pour autant, et c'est ce que je disais à l'instant, tout ce qui est action de donation de points doit continuer, d'accord ? C'est aussi très intéressant. C'est moins plébiscité par les Français, mais quand même à 63%, c'est des choses qui doivent continuer et des initiatives qu'on doit encourager. Jusqu'ici, on s'est beaucoup attardé sur les membres qui étaient eux-mêmes encartés et ce qu'ils voulaient voir, c'était voir dans les programmes de fidélité comment s'y projeter. Pour autant, il y a toute une partie des clients, des fois, qui n'arrivent pas à encarter. Et on va parler de frein à l'adhésion, parce que tous ces clients qui ne s'encartent pas pour des raisons X ou Y, c'est de la perte de données. D'accord ? La première raison de ne pas adhérer à un programme de fidélité, et encore une fois, c'est lié au transactionnel, c'est parce que j'estime ne pas faire assez d'achats auprès de la marque. C'était le cas en 2021, et c'est toujours vrai en 2023. Et je pense qu'on l'a tous fait, on l'a tous dit, il y a des marques, des enseignes qu'on peut adorer. Pour autant, une fois par an, généralement à la période des fêtes, et quand on est en caisse avec 5 personnes derrière soi, attends, je ne vais pas adhérer, je viens une fois par an. Pourtant, j'adore la marque, j'adore l'enseigne, j'adore les valeurs qu'elle véhicule, mais je ne vais pas adhérer parce que j'achète une fois par an. Et là, c'est toute cette fidélité transactionnelle. Je récompense le client pour les achats qu'il fait auprès de la marque, auprès de mon enseigne. Et en migrant cette fidélité au relationnel, en disant que vous n'êtes pas obligé d'acheter en fait pour un programme de fidélité, vous avez d'autres manières de gagner des points, d'autres manières de vous engager avec nous. On va aller chercher justement donc, tous ces clients qui refusent d'adhérer au programme de fidélité. Un autre élément, c'est tout ce qui va être les programmes de fidélité payants. Donc ça, c'est un nouvel élément qu'on a rajouté par rapport à 2021, parce qu'on a quand même assez fréquemment la question qui se pose parmi les prospects ou parmi nos clients, de mettre en place un programme de fidélité client. Et ça, c'est une très forte barrière à l'entrée. D'accord ? On a un Français sur 2 qui refuse d'adhérer à un programme payant, et on a 80% des Français qui n'ont jamais adhéré à des programmes de fidélité payants. Si je peux vous permettre de donner des conseils, notamment ce qui sort de l'étude, la première chose, c'est que s'il y a un programme de fidélité payant qui doit être mis en place, ça doit apporter des bénéfices financiers directs. Que ce soit des remises en plus, ou que ce soit par exemple un système de livraison gratuite. La deuxième chose, c'est que par essence, et je pense que c'est un problème de formulation, par essence, un programme de fidélité est gratuit. Si un programme de fidélité est payant, à ce moment-là, c'est plutôt un abonnement, un service d'abonnement au final, et moins un programme de fidélité. Rien n'empêche non plus de proposer en parallèle un programme de fidélité gratuit pour ne pas perdre en fait toute cette donnée client et engager encore tous ces clients qui ne veulent pas payer mais qui sont intéressés par la marque. Et je veux faire aussi un gros distinguo, comme je viens de le commencer, entre les programmes de fidélité payants et les programmes d'abonnement. D'accord ? On va appeler les abonnements. Pour moi, tout ce qui est Amazon Prime, tout ce qui est Zalando Plus, La Redoute et moi, Sauce Premium, Cdiscount, etc., beaucoup l'apanage des pure players, d'accord ? D'ailleurs, ce sont des abonnements. On n'a pas de programme de fidélité derrière qui sont adossés. Et je ne suis pas pour autant fidèle et je ne me sens pas fidèle et engagée avec la marque, d'accord ? Je vais adhérer à l'abonnement parce que ça fait des bénéfices financiers immédiats pour moi. Je peux le faire 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis après arrêter, ça ne va pas, j'ai envie de dire, me changer la face. Au contraire, on a des programmes de fidélité qui sont clairement payants. C'était le cas de Leroy Merlin. Je ne sais pas si vous avez rénové des choses dernièrement, ces dernières années, mais Leroy Merlin, on avait uniquement un programme de fidélité payant. Sur 1 an, sur 3 ans. Ils ont changé récemment et ils ont bien changé le vocabulaire, la formulation. C'est un programme de fidélité 100% gratuit. Il faut bien préciser qu'il y avait un changement dans le programme de fidélité. On a Castorama qui continue avec du payant, Botanique et Promode ou la carte Balabèze. Et là, on est vraiment sur un programme de fidélité. Donc, il y a des points derrière et il y a un engagement avec la marque qui est réellement clos. Donc pour moi, rien n'empêche d'avoir pour une marque un programme de fidélité gratuit, un programme de fidélité payant et des abonnements. D'accord ? Et derrière les abonnements, ça peut être un mode de récompense du programme de fidélité. On peut venir payer son abonnement avec ses points.
Et avant-dernier chiffre, ou avant-dernière slide, je voulais vraiment aborder le cas de la fraude dans les programmes de fidélité, parce que c'est toute une partie qui reste, j'ai envie de dire, sombre, on en parle peu, où c'est difficile à détecter. Bon, maintenant, avec l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est des choses qui arrivent. Mais malheureusement, dans le cas de l'étude, c'est très compliqué d'en parler, parce qu'on a directement des biais qui vont se faire. Donc la seule solution qu'on a trouvée pour ça, c'est de leur demander, quand vous n'adhérez pas à un programme de fidélité, pourquoi vous ne le faites pas? Donc parce que le programme est payant, parce que je ne fais pas assez d'achats, ou parce que j'utilise la carte d'un proche. D'accord? Que ce soit un proche dans l'affiliation, donc les parents ou les frères et sœurs, et moi je personnellement beaucoup la carte de ma mère quand je vais dans les enseignes. Je suis désolée, je l'avoue. Mais que ce soit aussi la carte d'un conjoint. Quand on est dans la grande consommation, quand on a des couples, généralement il y en a un seul qui a la carte. D'accord? Pour autant, je n'ai pas les mêmes habitudes d'achat que mon conjoint. Donc lui va faire les courses le week-end et les grosses courses. Et moi, j'ai fait beaucoup dans la semaine et surtout le midi. Et pour autant, il y a un seul de nous deux qui va recevoir les promotions et les offres. Et donc, c'est des choses aujourd'hui qu'on peut venir pallier à ces problèmes-là, notamment avec ce qu'on appelle des comptes famille, des comptes foyers. On a tous les deux notre carte de fidélité, mais on a aussi tous les deux nos propres communications qui nous sont envoyées. Et pour autant, on met les points au même pot commun et on bénéficie des avantages tous les deux ensemble. Voilà. Donc, une des manières de pallier à ce problème-là, parce que 6%, je trouve ça quand même pas mal. Et enfin, pour finir, vous dire que c'est pas demain qu'on sera au chômage, heureusement, parce que les programmes de fidélité ont toutes les raisons d'exister. On avait posé la question française en 2021, est-ce que quand vous adhérez à un programme de fidélité, vous aimez ce programme de fidélité, vous avez tendance à plus en parler, à plus vous déplacer en magasin, à acheter plus les produits de cette marque-là versus une autre. Et les résultats étaient déjà très élevés, et on a une très forte augmentation en 2023 par rapport à 2021. Donc on a des plus 7 points, des plus 8 points, des plus 10 points sur tous ces aspects. Donc vraiment, les programmes de fidélité continuent à plaire pour des raisons économiques. Non. Le relationnel pour moi doit être engagé et dans tous les cas, on a des effets, les Français le disent, qui sont sont même très positifs sur l'engagement du client. Et j'en ai fini pour moi. Merci. Voyez, juste une question. Quand les Français disent qu'ils n'utilisent plus un programme de fidélité pour X raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, est-ce que ça veut dire qu'ils vont être déçus par la marque et quitter la marque? Pas nécessairement. On peut refuser de présenter sa carte de fidélité. Donc on peut passer en magasin et dire non, moi j'ai pas le programme, alors qu'on l'a, mais ça m'intéresse pas. Et pour autant continuer à acheter. Donc il y a les deux. Il y a ceux qui vont vraiment, comme on l'a vu en troisième raison, j'achète plus, j'utilise plus de programme de fidélité, donc en gros je quitte la marque. Ça peut être une raison de cycle de vie, tout simplement. On peut pas acheter heureusement on n'achète pas des bombers toute sa vie, donc il y a bien un moment où on ne peut pas quitter la marque. Mais quand c'est des marques qui sont sur le long terme, je pense qu'il y a aussi tout simplement jamais d'utiliser le programme de fidélité. Ou alors je vais chez le concurrent, qui a un meilleur programme de fidélité. Aussi. Parce qu'il y a une bataille entre les programmes de fidélité aussi. Clairement. Et on voit d'ailleurs, c'était le cas de Leroy Merlin, Castorama, où on avait des programmes de fidélité qui étaient très similaires, on a très peu de différenciation, ils avaient carrément les mêmes conditions d'adhésion, de bénéfices. Et au final, voilà, aujourd'hui, Leroy Merlin se différencie. Et je pense que la différenciation, c'est aussi important. On a parfois des clients qui regardent ce qui se fait dans leur secteur en termes de programme de fidélité pour lancer le leur. Alors je pense que ça devrait venir des clients eux-mêmes justement pour ne pas les décevoir et avoir des récompenses qui vont leur plaire et faire qu'ils nous restent dans le programme. Justement, avant on parlait avec nos deux intervenants. Alors, je ne sais pas si Vanessa est à... Voilà. Alors, Vanessa, venez nous rejoindre. Franck, venez nous rejoindre. Merci de vous être battu avec les trains, les retards de la SNCF. Donc Vanessa Lignot, qui est directrice e-commerce et omnicanal chez Gémeaux, et puis donc Franck Matet, qui est porte-parole de Jouer Club. Alors, je peux avoir le micro peut-être pour Vanessa, merci beaucoup. Alors justement, on parlait du rôle des clients, de la volonté des Français qui veulent être acteurs de leur programme de fidélité. Ça tombe bien puisque vous venez de lancer un nouveau programme où vos consommateurs ont été très 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 actifs. Vous allez peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'est Gémeaux, ce qu'est cette belle marque. Et voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous.
Alors, Gémeaux, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une marque familiale de prêt-à-porter et chaussures. On appartient au groupe Eram, donc groupe familial situé dans le 49 dans le Maine-et-Loire, et on a eu 30 ans, il n'y a pas très longtemps. Et on a effectivement un programme de fidélité qui existait depuis de nombreuses années, mais on s'est rendu compte que finalement, il était un petit peu moins attractif par rapport à ces nouvelles attentes du client. Et on était assez contents quand on a découvert l'étude en préalable la semaine dernière, parce qu'on se dit que notre nouveau programme coche pas mal de cases de ces attentes. Et on a pour cela sollicité nos clients. Donc c'est toute l'équipe CRM Data que je représente aujourd'hui, qui a mené beaucoup d'études, alors soit auprès de nos clients existants, qui étaient membres ou non du programme de fidélité, auprès de clients de personnes qui ne sont pas encore clientes Gémeaux. Et on leur a demandé justement quelles étaient les forces du programme actuel, ce qu'elles aimaient à la concurrence, ce qu'elles auraient aimé dans notre programme. Et on a fait ça soit par des questionnaires, des tables rondes, des interviews. On les a sollicités tout au long de cette construction de programme, puisqu'il y a eu la phase de oui pour savoir ce qu'elles voulaient. On les a sollicités au milieu de la définition du programme, pour savoir si les avantages qu'on identifiait leur plaisaient. Et il s'avère qu'il y en a certains qu'elles n'aimaient pas. Par exemple, on voulait proposer des avantages pour les familles nombreuses. Et on nous a dit, oui, mais toutes les familles qui ont 1 ou 2 enfants, pourquoi non? On n'a pas de bénéfice. Donc, du coup, on a enlevé cet avantage-là, par exemple. Et on les a sollicités jusqu'à la fin du programme, et même jusqu'au nom du programme. Donc le programme fidélité s'appelle GM, et il a été validé par les clients. Voilà, ça parlera plus que moi. Donc voilà pour le programme. Alors, je ne sais pas s'il y a la présentation ou pas. Oui, comme ça je peux m'appuyer éventuellement dessus. Pour vous expliquer un petit peu justement la genèse de ce nouveau programme, la première chose qu'on voulait, c'est que ce soit un programme qui soit attractif, puisque on avait déjà plusieurs années d'onboarding de nos clients, et l'objectif c'était d'aller recruter des nouveaux clients membres de ce programme de fil, en sachant qu'on a déjà une très grosse partie de nos clients qui sont membres du programme fil, qui avait 67% des acheteurs qui étaient membres du programme. Donc ça nous permet une réconciliation assez forte des passages en caisse et une très bonne connaissance de notre base. Mais on voulait forcément aller un peu plus loin. On voulait aussi rajeunir notre clientèle, donc avec des avantages qui puissent être différents. On avait un autre enjeu, c'était que bien que très généreux, l'ancien programme n'était pas perçu justement comme un des programmes les plus généreux. Donc pour juste réexpliquer un petit peu l'ancien programme, on valorisait les passages en caisse. Donc à partir de 3 passages en caisse, vous aviez 15% sur l'achat sûr. Et nos clients nous ont dit aussi, en fait finalement que j'achète 3 fois 10 euros ou 3 fois 100 euros chez vous, j'ai la même valeur et le même avantage. Donc on a voulu travailler ce point-là. Et le troisième enjeu qu'on voulait travailler, c'était une notion de simplicité. Simplicité pour onboarder les clients en caisse, simplicité dans les messages, dans les usages, puisque c'est une des valeurs du groupe Eram, la simplicité. Et pour ça, on a innové pour fluidifier les parcours. Donc je vous ai présenté les raisons qui nous ont poussés à faire évoluer ce programme, avec du coup des réponses à apporter à nos clients. Le premier, la force de Gémeaux, c'est qu'on s'adresse à toute la famille, de la tête aux pieds, de 0 à 99 ans. Et on a une mission chez Gémeaux, tous les collaborateurs au quotidien, c'est de faciliter justement la vie des familles et le quotidien, et d'être présent à chaque moment de vie. Donc déjà, un des points clés, c'était qu'on doit s'adresser à toutes les familles. Le deuxième, c'était de récompenser les engagements de nos clients, et pas justement uniquement transactionnels, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est valoriser le fait que
ils deviennent membres du programme de Shield, ils adhèrent à la newsletter, au SMS, ils téléchargent le wallet, ils donnent des avis, ils participent justement à la vie de l'entreprise, ils nous font grandir. On valorise aussi tous les clients qui répondent à des questionnaires, qui répondent à des enquêtes tout au long de leur parcours finalement, et la simplification comme j'en avais parlé tout à l'heure. Et une notion qui était importante, donc la première c'était la famille, et donc on adresse aujourd'hui une famille élargie. Souvent un programme de fidélité c'était pour une personne qui était l'acheteur, et chez nous c'est plutôt une acheteuse, mais on valorisait aussi par exemple les enfants, donc il y avait des cadeaux d'anniversaire pour les enfants, mais on a voulu élargir encore davantage et considérer qu'on pouvait intégrer son conjoint, sa mère, sa tante, sa nièce, ce qu'on voulait. Et donc du coup c'est vraiment un compte élargi qui va aussi cagnotter à chaque achat pour ces personnes-là, et ces personnes-là, lors de leur anniversaire, vont avoir des avantages, donc un petit cadeau. Et donc on n'est plus uniquement sur moi et moi, mais c'est moi et ma famille. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est plus uniquement à récompenser le passage en caisse et finalement est-ce que je dépense ou non et combien je dépense, mais on va aller travailler le relationnel, donc qu'est-ce que la marque est prête à donner aux collaborateurs, et après en termes de dons ou d'avantages, jusqu'à présent on était à donc le cadeau d'anniversaire comme je l'ai dit et 15% sur un prochain achat. Là maintenant on propose aussi des services, donc je vais vous présenter. J'ai 2 slides qui vont résumer la façon de collecter et la façon d'utiliser. Vous allez tout à l'heure, les clients voulaient être acteurs de leur programme. Là, nous, c'est vraiment voilà, c'est écrit. Le programme dont le membre est acteur, aussi bien de sa façon de cagnotter, que de dépenser ses points et ses avantages. Alors, donc, comment je cumule des points? Donc, il y a la formule classique, 1 euro égale 1 point. On a des avantages quand on adhère au programme de fidélité, 30 points. On a des avantages quand, alors c'est écrit peut-être un petit peu pour ceux qui sont loin, si je m'inscris à la newsletter, je suis opt-in SMS, je télécharge mon wallet, je déclare ma grossesse et ma famille. À chaque fois que je déclare quelqu'un dans ma famille, je collecte des points, ce qui nous permet, nous, d'avoir une connaissance client encore plus élargie et de travailler davantage la personnalisation des messages, des promotions et de la façon dans laquelle on va s'adresser à nos différents clients. Et les autres avantages, je réponds à une enquête, je donne des avis. Donc, on sollicite nos clients pour les avis produits, les avis expérience magasin classiquement. Et donc, pour chaque avis déposé produit, notre client récupère 5 points dans sa collecte. Donc finalement, c'est assez facile de collecter des points tout au long de l'année et pas uniquement quand je viens au magasin. Et ça, c'est la façon d'utiliser finalement ces avantages. On a classiquement des bons cadeaux, donc à partir de 125 points, j'ai un bon d'achat de 5 euros, un cadeau qui va venir chercher en magasin, et on s'est rendu compte que, comme vous le disiez, des fois, nos clients n'avaient pas le temps d'utiliser leur remise, surtout que précédemment, on était sur un produit hors promotion, sauf que quand on arrive en fin d'année, il y a le Black Friday, il y a les ventes privées, il y a les soldes, donc on avait des clients qui ne pouvaient pas utiliser nos bons, donc on a décidé d'élargir vraiment la période de cumul des points à 2 ans. Donc soit j'ai 125 points, je vais chercher mon cadeau en magasin du Valais des 5 euros, ou j'attends de collecter davantage de points, 250, 350, et j'ai 2 ans pour les utiliser. On est sur du transactionnel, je donne un avantage, puisque ça évidemment, les clients, on a bien vu quand même que le côté récompense financière était important. Et comme je l'ai dit au début, nous on veut créer des moments de vie avec nos clients, pour nos clients. Donc on a un partenaire qui nous permet d'offrir à nos clients des activités familiales. Donc ça peut être une partie de bowling, de l'acrobranche, une séance de yoga à faire en famille, en échange justement d'un nombre de points. On a, vous avez dit aussi les dons, donc dons aux associations, mais aussi dons entre sa famille ou ses amis. Donc si je sais que j'ai mon ami qui est un petit peu en difficulté en ce moment, je peux lui faire un don de 20 points, de 250 points, et elle aura un cadeau à venir rechercher d'une valeur de 20 euros. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir utiliser comme on veut sa cagnotte et d'avoir aussi des avantages plus classiques, donc le cadeau anniversaire comme je l'ai dit, des services. Donc, par exemple, si j'ai déclaré ma grossesse, je peux me faire livrer gratuitement si je commande sur le web. Si jamais j'ai déclaré la naissance de mon bébé
Donc nous, après, ça nous permet après d'adresser les bons messages sur les newsletters des premiers pas ou ce genre de choses-là. Alors là aussi, j'ai un bon d'achat. Et enfin, des invitations à des ventes privées ou des soirées privilèges. Voilà, et pour conclure, alors il y a une petite faute, c'est pas 122 mois de projet, ça ferait beaucoup quand même, c'est 12 mois de projet. Il y a un projet qui a vraiment occupé toutes les équipes, aussi bien les équipes CRM marketing, les équipes digitales, les équipes magasins. Et c'est vrai que pour déployer un programme comme ça dans un parc, donc je ne l'ai pas dit au début, mais on a 400 magasins en France, et l'objectif c'était que ce programme soit visible et incarné en magasin. Et on a onboardé les magasins dès le début de la réflexion. Des directeurs de magasins, des directeurs de région. Et on les a aussi beaucoup accompagnés dans le déploiement du programme. Donc on a pour chaque région un coordinateur de l'excellence opérationnelle qui est allé dans chaque magasin pour former les magasins et s'assurer que tout passait bien en caisse, que le programme était compris, que les PLV étaient bien installés, parce qu'on a vu aussi qu'on pouvait avoir un déficit de connaissance du précédent programme. Donc là, l'objectif, c'est quand le client rentre en magasin, il sait qu'il y a un programme, il arrive à lire clairement les avantages pour y adhérer encore plus. Et voilà, comme je disais, construit et validé au fur et à mesure de toute la création du programme. Et on est très content puisque, alors c'est tout jeune, on l'a lancé le 17 octobre, mais on a des premiers indicateurs qui remplissent tous les objectifs qu'on s'était donnés. Donc le premier c'était la connaissance client, donc justement avec cette complétude de compte, avec les enfants, nos conjoints et autres, ça a très bien marché. L'autre objectif c'était de la contactabilité. On a des chiffres de plus de 150% des personnes qui sont devenues opt-in, que ce soit sur newsletter, sur les SMS. On a un tiers de nos walletisés qui le sont depuis 1 mois et demi. On voit vraiment aussi que si on veut que le client s'engage dans la relation avec la marque, il faut aussi que lui, il y trouve un intérêt. Et d'autres chiffres importants, c'est qu'on voit que le nombre de clients, de nouveaux clients a augmenté, le nombre de nouveaux membres du programme de Fine a augmenté, et enfin c'est le poids finalement des encartés dans notre chiffre d'affaires a augmenté de plus 4 points en 1 mois et demi. Donc on est vraiment très content de ce programme, c'est que le début. On va aussi solliciter nos clients au fur et à mesure des mois pour savoir s'ils sont vraiment contents, s'il y a des choses à optimiser. On a déjà identifié pas mal d'optimisations à venir, et notamment, vous disiez tout à l'heure, la partie RSE, qu'on n'a pas intégrée dans ce premier lot, parce que du coup, il fallait y aller étape par étape. Mais l'objectif, c'est effectivement de valoriser les achats Zero for Good, des produits plus responsables, de valoriser quand le client retourne des produits en magasin, et de revaloriser aussi, on ne fait pas de parrainage encore, mais si jamais on en fait, on pourra valoriser toutes ces actions. Voilà. Et on a beaucoup parlé de gamification tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à regarder ou pas encore? Alors, c'est pas dans les premiers lots. On va d'abord se concentrer sur ce côté relationnel dans la vraie vie avec nos clients. Mais effectivement, on sait que nos clients adorent jouer. On le voit notamment dès qu'on fait des concours sur les réseaux sociaux. Ils sont très présents. Donc, c'est des choses qu'on pourra développer. Et pareil, sur le côté communautaire dont vous avez parlé, c'est des choses qu'on a identifiées et qui viendront dans un moyen terme. Oui. Aujourd'hui, vous avez combien de clients membres du programme de fidélité? On a plus de 3,5 millions de membres du programme. Sur à peu près combien de clients? On a alors, des clients actifs, ça va être jusqu'à 5 millions, ça dépend si on le fait sur 12 mois glissants ou pas, mais c'est une bonne majorité de nos clients. C'est surtout ceux évidemment qui sont les VIP, les très VIP, et qui viennent régulièrement. On a des clients qui viennent tous les mois, et évidemment ils sont membres du programme de Fine Cela. Et les magasins eux-mêmes, est-ce qu'ils sont libres de proposer d'autres choses en plus du programme de fidélité? Alors comme on est au tout début, pour l'instant on a un cadre qui est déjà très large. Je pense que le magasin il a déjà beaucoup de choses à proposer. L'objectif c'était vraiment que le magasin s'approprie ce programme de fidélité pour qu'il puisse le proposer. Et c'est vrai que voilà, quand on va en magasin, on voit que tous nos conseillères de vente proposent le parcours, connaissent bien les avantages. En plus, il est bien indiqué dans le magasin. Donc l'objectif, c'est déjà qu'on puisse développer ce programme-là. Et après, il y aura certainement des avantages, par exemple, des soirées privilèges spécifiques dans des magasins. Et on voit quand nos magasins, par exemple, quand on a des soirées privilèges, les magasins qui appellent les clientes. Donc pour ça, il faut collecter la donnée. On a des taux de visite qui sont évidemment beaucoup plus importants que juste la cliente qui reçoit un email.
Alors, Jouet Club est dans une problématique un petit peu différente, puisque vous me disiez qu'on va à peu près 3 fois par an dans un magasin de jouets. Donc, comment fidéliser la clientèle et comment aller plus loin pour la faire venir plus souvent, lui proposer plus d'avantages? Absolument. Alors, Jouet Club, c'est une coopérative de commerçants indépendants. Donc on a une problématique à gérer au niveau du point de vente et au niveau de la centrale. C'est 300 magasins en France aujourd'hui. C'est à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est 12 millions de passages caisses chaque année. Donc nous, l'enjeu finalement, c'est de dire qu'on s'adresse à 4 types de populations en réalité. Nous avons d'abord les enfants, sur lesquels on peut difficilement agir directement. Nous avons les parents, nous avons les grands-parents, et puis nous avons les adultes sans enfants, puisque aujourd'hui dans le jouet, 30% des achats sont faits par les adultes pour eux-mêmes. Donc ça fait des populations qui sont très différentes en termes de besoins et en termes de fréquentation de nos magasins. Donc la fidélité, en réalité, c'est un mot qui est un mot usuel qu'on emploie de partout, mais on considère que c'est pas vraiment de la fidélité qu'on travaille, c'est plutôt du relationnel. Parce que quand on regarde notre programme, il est fondé sur 2 éléments essentiels. Le premier, c'est d'accumuler des points, donc en fonction de vos dépenses en magasin. Et puis le deuxième, surtout, c'est de bénéficier de promotions. Et c'est ce qui est le plus visible en réalité, c'est la promotion. Et on est dans un marché du jouet qui est un marché extrêmement concurrentiel, avec une très forte saisonnalité, puisqu'on fait 55% de ventes sur les 3 derniers mois de l'année. Donc il y a une vraie bagarre des prix par rapport à la disponibilité des jouets que vous avez dans le magasin. Et puis on a le catalogue de Noël, qui est quand même l'outil de communication numéro 1 pour une enseigne du jouet. Et donc dans ce catalogue, en fait, ce qui ressort, c'est pas le fait qu'on fasse des promotions, parce que les prix à Noël sont des prix très bataillés, donc la plupart des enseignes sont toutes à prix coûtant. Nous, on a 2100 produits. Un hypermarché, il va avoir entre 500 et 800 produits, et un concurrent spécialiste, il va être entre 1500 et 1800 produits. Donc, et grosso modo, tous les jouets qui font le top 50, ils sont chez tout le monde, qu'on soit commerce physique ou commerce en ligne. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va utiliser ce programme, que nous, c'est la carte magique chez nous, c'est le terme qu'on emploie, puisqu'on est dans le monde du jouet, donc il faut rester dans un imaginaire fort. Et on est tous des magiciens, hein, puisqu'on fait des cadeaux à nos enfants ou à nous-mêmes. Et donc, c'est ça, on va l'utiliser pour faire des promotions, en fait. Et à travers ces promotions, on veut créer du trafic dans nos magasins. Donc, soit on veut faire revenir des gens qui viennent, soit on veut faire venir des gens qui ne nous connaissent pas. Et c'est vrai qu'on est même en train de travailler aujourd'hui sur un principe où on peut avoir sa carte magique sans avoir fait un seul achat en magasin. Parce que c'est vraiment pour nous une capacité d'abord de connaître nos clients. Et ça, c'est important quand on a un réseau qui est très diversifié comme celui de Jouet Club. Hein, c'est des magasins de 100 mètres carrés à 2000 mètres carrés selon les implantations. Donc c'est très hétérogène. C'est une offre qui est très spécifique à chaque magasin puisque c'est chaque adhérent qui va construire son offre. Donc pour mettre en place une communication nationale, c'est pas évident parce qu'elle peut le produit ne peut ne pas se retrouver dans le point de vente. Donc on va collecter en fait de l'information sur nos clients. On va pouvoir définir un peu leur comportement d'achat, les catégories de produits qui leur plaisent, et ensuite on va pouvoir, là c'est notre initiative, leur faire des propositions spécifiques en fonction de leur calendrier d'achat ou de leur typologie de besoin. Mais la réalité, ce qu'on voit le plus, là si vous allez en magasin, vous avez des stop rayons partout qui vous disent ce produit j'ai 4 € de remise, j'ai 5 €, j'ai 10 €, j'ai 15 €. Donc la carte de fidélité, c'est pour nous un outil finalement qui peut soit créer de la préférence d'achat sur un jouet, et ça c'est important parce que dans le cadre des négociations avec les fabricants, c'est un levier commercial qu'on va utiliser et c'est une opération évidemment qui sera financée par le fabricant. Et d'un autre côté, pour le faire venir dans notre catalogue de Noël, vous avez en ce moment vous avez le jouet numéro 1 du marché qui s'appelle le Bizzy, pour ceux qui connaissent un peu. C'est un petit compagnon interactif électronique. Eh bien, ce jouet est proposé sur le marché à 39,90 €. C'est un jouet qui sera en rupture. Et chez Jouet Club, il a 4 € de remise. Donc, si vous avez la carte. Donc, c'est intéressant de faire venir des gens, de leur faire prendre la carte. Puis ensuite, on verra ce qui se passe dans le temps. Et charge à nous de les stimuler, de leur donner envie de revenir. Parce qu'on considère que s'ils sont venus une fois, c'est qu'ils sont dans notre zone de chalandise. Donc si le prix a été leur motivation, on va rester sur ce critère de motivation
pour les faire venir chez nous, et donc ils seront stimulés en conséquence. Et alors, si c'est pas le prix, qu'est-ce qui peut les faire revenir plus régulièrement? Qu'est-ce que vous leur offrez? Alors souvent c'est le prix en fait. Aujourd'hui dans le commerce, les gens ils veulent faire des bonnes affaires. Donc si on vous dit, bah là c'est 3 € moins cher, je fais le déplacement. Je ne vais pas calculer ce que ça me coûte en essence, en temps, ainsi de suite, j'y vais. Donc le prix c'est important, la disponibilité pour nous c'est essentiel, hein, surtout à Noël. Il y a une liste au Père Noël qu'il faut satisfaire, on fait. Mais là, le critère c'est le prix. Donc ensuite ça va être des occasions, c'est des récompenses. Alors, on est dans des grands leviers classiques. C'est l'anniversaire de l'enfant, on envoie un cadeau. Il y a un catalogue qui sort, on envoie une information. Elle fait une journée VIP tous les ans au mois de novembre, on envoie l'information. Donc on est sur différents leviers, mais celui qui fonctionne le plus, c'est vraiment le levier de la remise. C'est ce que les gens veulent le plus. Parce que quand on achète un jouet, on n'achète pas un produit pour soi. On va l'acheter pour un enfant, principalement. C'est 70% de nos achats. Donc si on peut économiser sur le budget loisir des enfants, eh bien on va le faire, évidemment. Donc c'est une opportunité pour nous. Et après, quand on regarde le paysage concurrentiel non joué, on se rend compte que tout le monde fait la même chose que nous. Donc finalement, c'est un petit peu la bagarre à celui qui va avoir la promotion sur le bon produit au bon moment, et éventuellement la meilleure promotion. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que les gens viennent chez nous, parce que dans une zone de chalandise moyenne en France, vous avez au moins un hypermarché qui vend du jouet, pas beaucoup, mais il en vend quand même. Vous avez au moins un spécialiste, souvent un deuxième et parfois un troisième. Donc on peut se retrouver à 4 acteurs, puis au-dessus de tout le monde, il y a Internet. Donc vous voyez, ça fait du monde pour acheter un jouet par rapport à une occasion. Et en réalité, dans la vie de chacun d'entre nous, on a 3 occasions d'acheter par foyer environ. La première, c'est Noël. Et la seconde, c'est l'anniversaire. Et en moyenne, comme il y a 2 enfants par foyer, vous voyez, ça fait 3 occasions de venir dans un magasin de jouets. Donc, et c'est des occasions qui sont connues. C'est facile de savoir la date de naissance des enfants. Évidemment, Noël, tout le monde connaît la date. Donc, ça donne des capacités où on se rend compte que malgré tout, on reste des commerçants d'enseigne nationale. Et le levier, évidemment, c'est le choix. Après, ce qui va se passer, c'est dans le magasin. Et là, c'est à l'humain, c'est aux équipes, en fait, de prendre le relais. Et finalement, c'est pour ça que la carte magique, ça va être un outil de création de trafic, c'est du faire venir. Puis ensuite, c'est le rôle des magasins. Et la fidélité, pour nous, elle va surtout se travailler par l'accueil, l'accompagnement, le conseil dans le point de vente. Parce que quand vous venez acheter un jouet, vous allez être sympa pour un enfant de 6 ans, si on vous apporte la bonne réponse, celle qui fait que l'enfant il va faire « Waouh, merci maman, t'es la plus belle des mamans, je t'aime » et tout. Et en plus, il y a un avantage prix. Vous ne posez pas trop souvent la question, vous revenez. Éventuellement, vous pouvez vous faire sensibiliser par une promotion d'un confrère, mais si l'accueil dans le magasin il est inférieur à l'accueil qu'il a eu chez Jouet Club, la fois d'après, il va retourner chez Jouet Club. Donc, et parfois, on a même des clients qui viennent et disent voilà, là j'ai une promotion, j'ai 3 €, est-ce que vous vous alignez ou pas? Et 9 fois sur 10, les magasins disent on s'aligne. Comme c'est des commerçants indépendants, ils ont le pouvoir de décision. On n'est pas dans une succursaliste où il faut savoir quelle est la procédure, qu'est-ce qu'a décidé le comité de direction, ainsi de suite. Là, c'est le patron qui est là, c'est son magasin, c'est son chiffre d'affaires, c'est sa marge, sa rentabilité. Donc, évidemment, si son client, il va faire le geste. Voilà. Et il le fera une fois, on lui redemandera ou on ne lui redemandera pas, mais en tout cas, le client, il reste là. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens n'achètent pas un seul jouet quand ils viennent chez nous. Donc, en moyenne, on achète 3 jouets. On peut en donner, et puis à Noël, on passe à 5. Donc, ils vont venir pour 1, ils partent pour 3. Donc, on a gardé le panier. Et pour nous, ce qui est intéressant, c'est le panier d'achat. Oui, et en magasin, est-ce que vous proposez des actions un peu plus originales pour fidéliser, pour voilà, les enfants, ils vont jouer pendant que les parents regardent, enfin, parce que la fidélité, c'est ça aussi, c'est proposer des choses un petit peu différentes qui font que ils vont aller chez vous et pas chez le concurrent ou pas sur Internet. Alors, nous, ce qu'on aime bien, c'est si on fait jouer les enfants, on va les faire jouer avec leurs parents. Parce que c'est important que les enfants soient avec leurs parents dans les rayons. Parce que les enfants sont précurseurs de jouets, donc si on dissocie les parents des enfants, on peut perdre des ventes. Donc on a des espaces d'animation dans nos magasins, on va créer des événements, on va faire des lancements de produits, on va faire des séances de découverte, on va organiser des moments sur des thématiques. On va le faire, mais c'est assez marginal et ça dépend des magasins. Donc du coup, c'est un levier aléatoire pour nous.
Bon, ce qui est plus important, c'est plutôt la façon dont on va traiter nos clients en magasin et effectivement, quel est le petit plus, donc sur le bénéfice-prix qu'on va leur apporter et qui va les conforter dans cette venue-là. Ensuite, ce à quoi on fait attention, c'est qu'on est souvent tenté quand on a des bases de données de clients. Non, on a 4 millions de clients encartés. On leur envoie des mails tout le temps, ou des SMS, et c'est un peu too much. Donc on essaie de travailler en fait une qualité dans la relation avec un ciblage qui n'est pas toujours évident à faire parce que comme c'est nos magasins qui font l'embasement, parfois ils vont pas dans le niveau de détail que la fiche produit, enfin la fiche client le nécessite, et donc on a une information qui est partielle et on met un peu de temps en fait à faire en sorte que notre base de données soit bien qualifiée, bien complétée et qu'on puisse agir d'une façon extrêmement personnalisée. Donc l'enjeu il est là, c'est de ne pas saturer en fait les boîtes mail ou les téléphones portables avec des promotions et surtout des promotions qui n'auraient pas de sens pour les clients. Et le travail qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est qu'on est dans un métier où les gens ont besoin d'avoir du contenu sur la relation entre le jouet et l'enfant. On est très engagé dans la RSE. On a un programme d'engagement qui s'appelle Réunir par le jeu, parce que voilà, à travers le jeu, il se passe énormément de choses très très positives. Donc, et on a lancé un magalogue et donc on va s'appuyer finalement sur nos clients pour enrichir ce contenu par rapport à des thématiques qu'ils souhaiteraient aborder. On utilise cet outil avec l'intelligence artificielle, donc on est déjà extrêmement fourni en termes de contenu, mais on ne va jamais assez loin parce que quand vous avez des millions de clients différents, c'est des millions de besoins différents, donc c'est comment on peut enrichir tout ça. Et le troisième élément sur lequel on s'est engagé là sur cette année, on a lancé en fait un service de jouets d'occasion qui s'appelle Troc aux jouets. Donc le principe c'est que vous ramenez les jouets que vos enfants n'utilisent plus, on vous les rachète, on vous donne un bon d'achat, ensuite nous on les met en vente et puis les clients peuvent les acheter. Mais pour pouvoir ramener des jouets chez vous, il faut être encarté. Donc on a créé une occasion supplémentaire de récolter la donnée client. Et puis en même temps, ça aussi, ça les valorise, hein, comme c'était dit dans l'étude tout à l'heure, et comme vous faites chez vous aussi, à travers ce geste d'économie circulaire. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Alors là, pour Noël, dans certains magasins, on a mis un petit peu de côté parce qu'on a un problème de disponibilité dans les rayons, on a trop de stock. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça marche parce que finalement, on vend plus que ce qu'on rachète. Donc ça veut dire qu'on a vraiment un potentiel de développement important autour de ce nouveau rayon et un potentiel relationnel parce que bon, c'est très compliqué de vendre de l'occasion, c'est un autre métier. Vendre du neuf, c'est facile, un fournisseur, on prend sa collection, en référence, on passe des commandes et on est guéri. Là, c'est chaque client en one-to-one qui va nous amener 2, 3, 4 jouets. Et il faut regarder chacun des jouets pour lui apporter une réponse sur chacun des jouets parce que dans le jouet d'occasion, mais comme dans les autres produits, on a 2 ans de garantie à satisfaire. Donc 2 ans de garantie sur une voiture à nous commander, on ne sait pas faire. Si le moteur il tombe en panne, on ne peut pas le changer, ça vient de Chine, on n'a pas les pièces de rechange, donc on ne prend pas. Donc il y a une dizaine de catégories qu'on ne vendra pas. Mais on va échanger avec le client et du coup on va créer une relation mais ultra personnalisée parce que du coup c'est Madame Martin qui est en face de moi. Nous les clients on les connaît en magasin, on les voit, nos équipes on a un turnover qui est assez stable. Donc voilà, oui bonjour madame, je vous vois, je vous reconnais, je vous souris, on échange le petit, la petite, comment ça va, ainsi de suite. Et là du coup ça va devenir Madame Martin. Parce qu'on a son identité, on a son adresse, on a vraiment son... Donc on va récolter tout. Donc c'est aussi une façon pour nous d'enrichir nos bases de données, de mieux les qualifier et d'aller encore plus loin dans la relation client avec eux. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on va vraiment pouvoir proposer des dialogues personnalisés à distance avec notre clientèle. Et en fait, nous, on croit que la fidélisation, ça passe d'abord par la qualité de la relation humaine. On est des gens, enfin nous sommes des commerçants qui conseillons nos clients en magasin. Les gens ont besoin d'idées. Ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comprendre. Voilà, il y a un monstre là, il est affreux et pourtant il est dans le top 10 des ventes. Comment ça se fait? Moi je veux pas faire ça à mon fils, mes valeurs elles sont ailleurs. Oui madame, mais votre enfant, patati patata. Donc on explique ça aux gens, ils ont besoin de faire ça. Et aujourd'hui on sent qu'on a une demande de sens qui est de plus en plus élevée en fait dans nos magasins, notamment par rapport à des problématiques d'inclusion, par rapport à des problématiques de matériaux, d'avenir de la planète. Donc, et à travers le jouet, on a des messages forts à faire passer. Et donc nos équipes
on leur donne évidemment ce contenu-là, puis on a tout un travail en amont de préparation d'éléments et ensuite d'échange avec nos clients. Donc, et finalement, c'est une voie pour nous importante et grâce à la technologie, on peut le faire. Et avec l'intelligence artificielle, on pourra le faire encore plus largement et encore plus profondément. Et donc, c'est notre volonté d'amener du sens. Mais pour amener du sens, il faut pouvoir le donner. Et pour pouvoir le donner, il faut savoir à qui le donner. Donc, en fait, vous voyez, c'est toute une boucle en fait, vertueuse qui se met en place et qui va nous permettre d'avoir de plus en plus, de savoir de plus en plus combien qui vient chez nous et de leur donner des éléments et de les garder parce que ça a l'air de rien, mais dans notre marché, si vous venez à l'occasion de la naissance de votre premier enfant, vous pouvez rester une dizaine d'années avec LinkedIn. En 10 ans, on construit des belles relations. Et puis, Jouer Club, c'est 72 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des parents qui étaient les enfants clients des magasins. Et donc, ils nous parlent du moment où ils venaient dans ce magasin. Ah, c'est le magasin de mon enfant, je me rappelle. Et on voit les enfants dans les rayons avec les mamans, par exemple, avec une petite fille, dans le rayon des Barbies. Et la maman, elle parle de ses Barbies d'enfance. Et la petite fille, elle lui montre les Barbies d'aujourd'hui. Et donc après, voilà, les cheveux, à l'époque, c'était comme ci, c'était comme ça, la plantation, la tenue, patati patata. Donc on voit bien qu'il y a une dimension affective qui est extrêmement forte dans notre métier. Et parce que le jouet, c'est magique, c'est un monde imaginaire, donc tout est possible dans notre univers. Et donc c'est intéressant pour nous, finalement, d'utiliser cette magie et de pouvoir construire une relation extrêmement forte. Et c'est vrai qu'avec la technologie, les nouvelles solutions qui arrivent, l'intelligence artificielle, on va pouvoir aller vraiment, vraiment plus loin et de façon de plus en plus ciblée. Et nous, on croit à ça, en fait. À partir du moment où on est pertinent, c'est comme un conseil en magasin. Vous vous rendez compte, en magasin, il y a 20 000 références qui sont disponibles pour les clients. Et vous avez une maman qui rentre le 5 septembre qui vous dit « Qu'est-ce que vous avez de sympa pour un enfant de 5 ans ?» Il y en a 20 000 derrière, elle en veut un. Donc il y a une capacité dans nos équipes à faire une proposition pertinente. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir une capacité à faire une suggestion pertinente, mais de façon, je ne vais pas dire automatisée, mais presque, en tout cas digitalisée. Et grâce à cette relation, eh bien, on va maintenir ce lien fort dans nos points de vente. Comme quoi, la notion d'émotion est très, très importante. Je peux peut-être poser une question ou intervenir. Pour vous et Club, pardon, vous êtes beaucoup dans le transactionnel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi des vocations à l'avenir justement de faire jouer cette émotion mais via le programme de fidélité au-delà des primes? Alors, l'émotion, en fait, c'est créer des événements. C'est-à-dire que le magasin, c'est un lieu de rencontre. Donc, on fait venir les gens, on peut leur faire des choses. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va... Soit c'est des événements autour de promotion. L'événement qu'on fait au mois de novembre, c'est les promotions sur les cadeaux de Noël. Donc, les gens, ils adorent. Parce que voilà, ça va leur permettre de faire des économies. Ensuite, c'est des moments de vie dans le magasin. Vous avez un nouveau film avec un super-héros. Hop, le super-héros, une mascotte géante, elle est dans le magasin. Vous avez un nouveau fabricant qui lance quelque chose qui est assez remarquable. On va faire une après-midi unboxing dans le magasin. Donc, on a en fait cette chance d'avoir un produit qui est un produit qui permet le partage. C'est-à-dire que les gens se réunissent et partagent grâce aux jouets. À travers l'activité de jeu. Et le jeu est en nous, hein, qu'on soit adulte, jeune, senior, grand-parent, autre, on a envie de jouer. Donc c'est intéressant, il faut juste qu'on ait le bon outil. Et nous, on a la chance d'avoir tous les outils qu'il faut pour bien jouer. Donc on va créer des événements autour de jeux. Donc on a cette capacité-là. La limite pour nous, c'est que ça demande beaucoup de temps. Il va falloir se concentrer sur les gens. Et puis, on n'a pas énormément de gens, en fait, à chaque fois. On va avoir 5-10 personnes qui vont être là. Donc ça fait beaucoup d'énergie et les adhérents, en fait, en termes de productivité, ça leur pose souci. Et puis le moment où on pourrait estimer que c'est le meilleur moment de le faire, c'est la saison de Noël. Et la saison de Noël, c'est là où on a le moins de temps, puisque d'abord les magasins ils débordent de marchandises, donc on n'a plus de place. Les grands espaces d'animation qu'on a au cœur du magasin en courant d'année, ils disparaissent à Noël. Il y a des piles de jouets qui sont là. Donc il faut qu'on passe tout ce qu'il faut pour satisfaire la masse de clients qui va venir dans le magasin, et notamment au cours du mois de décembre, qui est le mois le plus important de l'année. Donc voilà, on va le faire de cette façon-là. Mais si vous voulez, quand on raisonne en masse, l'événement, on va être plutôt sur quelque chose qui va être partiel en fait. Donc ça va être bien pour ceux qui vont le vivre.
Souvent, c'est lié avec des opérations qu'on fait avec les fabricants ou avec des studios, Walt Disney, Warner, à l'occasion de la sortie d'un film. On va faire ça. Mais en fait, on croit aujourd'hui qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça grâce au digital. Parce que là, on va vraiment être une force de proposition ultra personnalisée. Et c'est ce que les gens y veulent. Parce que mon enfant est unique, en fait. Hein, j'ai des parents ici, donc je dis ça sous votre contrôle. Mais voilà, lui, il aime ça. Moi, je voudrais lui offrir un jouet en bois, mais en fait, le jouet en bois, ça ne marche pas. Donc, il faut que je comprenne pourquoi ça ne marche pas. Et donc, si le petit ou la petite veut ça, voilà. Donc, pour nous, c'est plus important, c'est ce lien. Ce lien concret, ce lien qui va être sur la durée. Et puis, ce qui est important, c'est aussi, parce qu'on veut un réseau de 300 magasins, si on crée un lien fort à Paris, par exemple, avec une famille qui a 2 enfants, ben, il y a au moins 2 couples de grands-parents derrière, souvent. Et donc, ils peuvent être dans une autre commune. Et donc, si on leur dit, tu sais, maman, c'est vachement bien chez Jouet Club, machin, donc tiens, pour l'anniversaire du petit, quand il va venir en vacances, ben, va acheter chez Jouet Club. Du coup, nos clients sont nos ambassadeurs. Nos clients vont fédérer leur famille autour de notre magasin. Alors, ils auront chacun leur carte de fidélité, hein, parce que non, on n'a pas de carte famille, mais ils auront chacun leur carte. Donc, et comme la carte, elle est gratuite, bon, du coup, c'est très facile. Puis, si on veut aller vite, voilà, on donne son nom, son prénom, son téléphone ou son mail, et la carte, on vous la fait tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas contraignant, en fait, quand on va recruter des clients. Parce que comme on est sur d'abord une logique transactionnelle, ce qu'il nous faut, nous, c'est pouvoir contacter les gens. Puis surtout, ce qu'on veut, c'est leur donner la capacité à pouvoir bénéficier des offres. On a 3 catalogues par an qui sortent. C'est quand même des gros moments et qui durent longtemps. Hein. Chaque catalogue, le catalogue printemps, il va durer 1 mois et demi. Le catalogue été, il dure 2 mois. Le catalogue Noël, il dure 3 mois. Donc, ça reste dans les foyers, les catalogues. Bon, voilà. Donc, on leur donne cette capacité de bénéficier de nos avantages. Puis après, charge à nous de faire plus, pour qu'il y ait un vrai lien, une vraie complicité entre nos équipes et nos clients. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des questions? Je suis sûr que vous avez plein de questions sur l'étude ou pour nos 2 intervenants. On va peut-être prendre un micro. Alors, n'hésitez pas. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Merci. Oui, bonjour à tous. Soyel, donc leader loyalty groupe ADO. Le groupe ADO, c'est les enseignes Leroy Merlin et les enseignes M que vous avez citées. Merci. Jessica, merci pour l'étude. Juste une petite question. Est-ce que dans l'étude, on a vu émerger le concept de personnalisation des programmes de feed? Un programme de feed qui s'adapte à un milieu où on vit. Donc, nous, on est dans le secteur de l'habitat, l'amélioration de l'habitat. On a des moments clés de projet. Et aussi, on a un enjeu de fidélisation sur le long terme. Et la stratégie, elle est différente. Et on commence vraiment à voir et être convaincu qu'une personnalisation sur le long terme, et c'est vraiment la clé de la fidélisation. Est-ce que ça a été visible dans l'étude ou on en est encore loin de ce concept de personnalisation? Alors, la problématique quand on fait une étude, c'est un peu comme pour la fraude, c'est qu'on a envie de savoir beaucoup de choses. Des fois, c'est des questions qui sont très compliquées à poser. Et notamment ici, on a essayé aussi de répondre à un peu tous les secteurs d'activité. Donc voilà, donc on n'a pas pu se focaliser vraiment sur la personnalisation dans les moments de vie, parce qu'on aurait été trop dans une niche, mais trop précis par rapport à l'étude qui se veut aussi générale et répondre à la multiplicité de secteurs. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et je pense que si ça rejoint cette idée de choix de récompense, peut-être quand je refais toute ma maison, je veux vraiment avoir des promotions, alors que quand je suis plus dans la déco, plus des offres, des ateliers de DIY vont plus me convenir. Et ça peut totalement passer au travers d'un programme de fidélité qui va se vouloir flexible en fonction du moment de vie, même en fonction, je pense, si on rejoint le jouet ou d'autres secteurs, du profil de la personne. Peut-être que quand je suis grand-parent d'un magasin de jouets, quand je vais dans un magasin de jouets, j'ai d'autres vocations que le parent lui-même. Et à ce moment-là, on peut venir proposer aussi un programme de fidélité qui est différent. On peut avoir des programmes de fidélité qui sont ciblés, des niveaux statutaires qui vont être plus pertinents si je suis grand-parent que si je suis parent. Et c'est des choses qui peuvent tout à fait se mettre en place. Mais voilà, on n'a pas pu l'aborder précisément dans l'étude.
Cogéo, ce n'est pas retail de matériel électrique, donc dans le B2B. Ma question, c'était juste, est-ce que les fruits de l'enquête pouvaient s'appliquer également au terme de data aux professionnels? Est-ce qu'on retrouve les mêmes typologies d'actions, les mêmes profils? Est-ce qu'on a un comportement, quand on est pro, on a un comportement en tant que personne du coup particulière, mais est-ce que ce comportement s'applique aussi en pro sur les programmes de dans le B2B? Alors, c'est vrai que les programmes de fidélité B2B, c'est un peu la face cachée de l'iceberg, la petite face cachée, mais il y en a aussi beaucoup. On a beaucoup de références chez Comarch dans le B2B. Il faut savoir que les programmes de fidélité B2B, contrairement, j'ai envie de dire, au B2C, ils vont avoir des objectifs précis. Est-ce que c'est des programmes B2B qui vont s'adresser à mes employés, donc des programmes plutôt éducationnels? Est-ce que ça va s'adresser à mes commerciaux, donc pour les incentiver? Ou est-ce que ça va s'adresser à mes clients finaux, en fait, mes clients B2B? Et donc, autant dans les deux premiers cas, c'est des cas qui sont assez particuliers, l'étude ne pourra pas s'y raccrocher, autant le dernier, je pense que réellement, il peut y avoir des similarités, notamment en termes de RSE et aussi d'émotion avec la marque et sur le long terme. Je pense que même quand on est professionnel, on peut avoir des partenariats qui vont être plus émotionnels que d'autres. Et on va aussi peut-être s'engager plus facilement avec une marque qui va valoriser des actions RSE. Donc pour moi, il y a toute une partie de l'étude qui peut quand même se rattacher et être valable pour le B2B totalement. Mais à ce sujet, on a fait une étude il y a 2 ans, 1 an et demi, début 2022, avec Forrester cette fois-ci à l'international. Et on parlait des vocations des professionnels, cette fois-ci en termes de programme de fidélité. Donc on a posé un questionnaire à des gens comme vous. Et il y avait des gens du B2C et des gens du B2B. Donc on avait les 2 vocations. Je me suis concentrée sur le B2C, mais il y a toute une partie de l'étude qui est sur le B2B. Donc voilà, c'était à l'international, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Donc je vous encourage aussi à aller la télécharger, ça peut vous donner un autre aspect des professionnels par rapport au B2B. Bonjour à tous, Dorothée Jet, je suis en charge du CRM et de l'activité loyalty chez Aéroport de Paris. Moi, il y a une question qui me titille. On voit que tous les programmes se développent dans le retail, en l'occurrence, mais quelques exemples que vous nous avez communiqués. Moi, ma question, c'est comment les marques qui investissent beaucoup et de plus en plus sur ces programmes monitorent l'incrémental. Est-ce que vous avez mené des études sur le sujet ou peut-être, Franck, Vanessa, vous avez votre petite idée sur la question? Je serais super intéressée pour vous entendre en détail. Alors nous, la façon dont on regarde finalement l'incrément, c'est la fréquence et le volume d'achat que va faire notre client en RT versus un client qui ne l'est pas. Et en général, c'est x3. En tant que valeur d'affaires. C'est les clients qui Bien sûr. ne sont pas encartés, mais Parce qu'on a des clients on a qu'on connaît, ouais. mais qui ne sont pas membres du programme de film. Donc on arrive à faire ce croisement-là et effectivement, ce que je sais que l'incrément, il est énorme. Pour nous, en tout cas. Non, on ne va pas dans ce niveau de détail. En fait, on regarde simplement comment évolue notre chiffre d'affaires. Et en même temps, on pilote la marge parce que quand on fait des remises sur les produits, donc on fait attention à avoir un bon équilibre entre le développement de notre activité et en même temps satisfaire nos objectifs de marge. Voilà. Parce qu'on est sur des adhérents, donc eux, ce qu'ils regardent, tiens, on fait une soirée VIP. Cette année, j'ai fait 15 000 €, et l'année dernière, j'en ai fait 15, donc c'est pareil. Ou alors j'en ai fait 18, ou alors j'en ai fait 12. C'est ça qu'ils regardent d'abord. Et on ne va pas ensuite analyser le... En fait, là, on est plus sur le moment que sur les personnes, en réalité. C'est ça qui nous intéresse, parce que ce qu'on va chercher, c'est des objectifs de chiffre d'affaires globaux. Et les magasins, ils ne descendent pas, en fait, dans ce niveau d'analyse. Donc on va le faire au niveau de la centrale, pour essayer de déterminer des grands critères qu'on va présenter aux adhérents, parce qu'on a besoin de convaincre nos adhérents que c'est important, que c'est utile pour eux, parce qu'on a besoin des adhérents pour embaser les clients. Et chaque année, il y a 700 000 naissances. Dedans, il y a des nouveaux parents. Et c'est important pour nous d'avoir ces nouveaux parents. Donc, on travaille de cette façon-là, mais on n'est pas extrêmement pointu, en fait, sur les critères. C'est plutôt une vision globale, voilà, une vision de commerçant de base, même tiroir caisse. Il a progressé, il n'a pas progressé. Pendant que vous décidez pour une question supplémentaire, moi je voulais savoir, est-ce que dans l'étude, ou en tout cas vous avez étudié les programmes, en tout cas les marques qui s'associent à d'autres marques pour les programmes de fidélité? Parce qu'on voit ça beaucoup à l'étranger d'ailleurs.
Les programmes de fidélisation, effectivement, il y en a beaucoup en Europe et en Amérique latine. Il y en a peu en France. En Europe, on a Paycheck, je me souviens un nom, et Nectar au Royaume-Uni. Et en Amérique latine, avec Comarch, on est sur Livelo, Puntos Colombia, et on a Greenstamp au Japon. Donc c'est des méga giga programmes de fidélité avec 10-12 millions de membres actifs sur le programme. Et en fait, en Amérique latine, en tous les cas, ces programmes de coalition, ils sont à l'initiative des banques, en fait, et c'est plus facile, parce que ça permet d'avoir toutes les transactions d'achat et du coup d'avoir une multiplicité d'acteurs. Donc, par exemple, chez Livelo au Brésil, que je fasse mes achats dans le supermarché, dans tel magasin de vêtements, électronique ou peu importe, en fait, je peux avoir mes points qui sont centralisés au même endroit et les réutiliser pour une autre enseigne. En France, on a su qu'il y a des banques qui essayaient de lancer le mouvement, par certains de nos clients prospects, mais ça ne prend pas parce que ça veut dire aussi se perdre son autonomie, on va dire, en termes de programme de fidélité et sa marge de manœuvre sur ce qu'on veut faire. Donc en France, pour le moment, c'est pas développé, ça n'émerge pas. Et je pense que si ça devrait être fait, il faudrait que ce soit un énorme lancement en fait d'une banque, parce que pour moi, ça serait l'acteur le plus logique, avec vraiment de très grosses marques pour que ça se passe. Mais même en Belgique, on a eu des cas avec des distributeurs et des marques de cosmétiques qui se sont lancées, et puis ça périclite au bout d'un moment, malheureusement. Donc voilà, on n'a pas encore cet élan-là. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient approchés par des banques, mais voilà, à voir ce que ça va donner. C'est très positif, c'est très intéressant à regarder, mais voilà, en termes de marque elle-même, ça peut être positif parce que ça permet de se faire une notoriété quand on est dans la coalition, mais à l'inverse, une personne quand même. Pas d'autres questions? C'est vrai qu'on arrive à 11h. On avait promis de vous libérer à 11h. Pas une petite dernière question? Alors, l'étude, elle est disponible de toute façon à la sortie. Il y aura un article dans Influencière la semaine prochaine. On a encore un petit moment pour prendre un café, donc si vous avez envie de poser des questions plus en privé, voilà, vous avez la possibilité encore, pendant une petite demi-heure, café, des petites choses à manger sur la gauche. Donc, une dernière fois, non, toujours pas de questions? Non? Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie. L'étude, elle est vraiment passionnante. Il y a plein de sujets encore à discuter après. Vous avez deux marques qui, chacune, est vraiment, ont une façon différente d'attirer les clients et de les fidéliser, mais chacune est vraiment très intéressante. Ce programme qui a été créé avec nos clients, je trouve que c'est un merveilleux exemple de comment faire en sorte qu'on fidélise dès le départ une clientèle. Donc, bravo à vous. Merci à tous. Et puis, écoutez, voilà, n'hésitez pas à bavarder un petit peu après. 11h, donc bonne journée et restez fidèles à Comarch. Voilà. Bien sûr, ça.